Accident ou acte volontaire, pas de certitude. Après le crash de l'avion de tourisme à Milan, la personnalité du pilote au cœur de l'enquête, suicide dit son fils, problèmes techniques ou erreurs de pilotage sont évoqués. À Chambéry, attaque à la voiture bélier la nuit dernière contre un commissariat, pas de victimes. Le bâtiment était situé dans un quartier sensible. Les tout derniers sondages avant la clôture de la campagne pour les présidentielles, beaucoup d'inconnus et une constante, le taux d'abstention pronostiqué par les instituts. Coup de force à la Ligue nationale de football, le conseil d'administration démissionne en bloc pour mettre fin aux fonctions de Gérard Bourgon. Madame, Monsieur, bonsoir. 24 heures après le crash de l'avion de tourisme qui s'est encastré dans une tour à Milan, peu de certitudes et toujours beaucoup d'hypothèses. Les enquêteurs s'attachent désormais à la personnalité du pilote dont le fils aura pu dire qu'il s'était suicidé parce qu'il était ruiné. Affirmation démentie par d'autres. L'acte volontaire n'est pas écarté. Examinons avec Agnès Gardet, Olivier Théron et Isabelle Stess dans quelles conditions cet avion a pu percuter la tour Pirelli située en plein centre-ville. Tu vois, c'est là, au 26e étage, qu'il s'est encastré, dit cette jeune femme. Depuis hier soir, la foule s'agglutine au pied de l'immeuble éventré pour voir, tout simplement, et essayer de comprendre. L'attentat est exclu. L'accident, peut-être. Quant au suicide, c'est l'une des hypothèses. Il y a eu évidemment des problèmes pour le pilote, où il a perdu complètement sa conscience, où évidemment il a décidé de venir jusqu'à ici. Pourquoi ? Luigi Fasullo, le voici, aux côtés de son avion, un monomoteur vieux de 25 ans, aussi vieux que son brevet de pilote. À la fois amateur et chevronné, Luigi Fasullo avait des milliers d'heures de vol derrière lui. Et ce trajet entre l'aérodrome de Locarno en Suisse et Milan, il le connaissait par cœur. Je suis sans doute le dernier à l'avoir vu vivant. Je suis sorti le voir, il venait de faire le plein de carburant. Où est-ce que tu vas? Je lui ai demandé. Je vais à Milan, je rentre ce soir et demain matin je pars pour Genève. Vous l'avez trouvé comment? Normal, tout à fait normal. Alors que s'est-il passé? Il est presque 18 heures aux abords de l'agglomération de Milan. Le pilote s'approche de l'aéroport. Il signale à la tour de contrôle un problème avec son train d'atterrissage. Ça pose quelques difficultés de manœuvrer l'avion en même temps et faire sortir manuellement le train d'atterrissage. Et il était distrait, il n'était pas tellement attentif à la conduite de l'avion. Un début d'explication qui laisse perplexe et ne convainc pas tout le monde, car selon certains experts, en cas de panne ou d'avarie, il n'y a qu'un seul réflexe à avoir, s'éloigner à tout prix des agglomérations. La question de la sécurité aérienne à nouveau posée, qu'il s'agisse d'un acte volontaire ou d'un accident. Voyons si en France, un avion pourrait survoler la capitale et finir sa course en pleine ville. Tentative de réponse avec Amaury Guibert, Hugues Buchard et Jean-Louis Boussert. C'est un avion comparable à celui-ci qui a percuté la tour dans le centre de Milan. Ce matin, nous étions en vol au-dessus de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École. À seulement 5 minutes, le périphérique parisien. Il ne faudrait pas grand-chose pour tomber sur la capitale. On a une panne, mauvaise météo, très simple de se paumer sur Paris. Bon, on aura les gazelles de l'armée de terre qui vont nous tomber dessus avant, mais c'est simple, quoi. Pourtant, le ciel de Paris est quadrillé par l'armée, en l'occurrence par 120 militaires qui travaillent ici au PC de Taverny. Tous les avions sont en principe pistés, le moindre problème détecté. Un avion ici en panne radio, avec donc l'affichage du code qui permet de le déterminer. Donc tout de suite, on a l'indication sur cette carte. Nous avons un dispositif au sol qui est réparti aux 4 coins de la France, qui est le dispositif le plus dense d'Europe. Et des avions de chasse sont prêts à intercepter les appareils suspects. Mais pour intervenir au-dessus de Paris, le délai est tout de même de 4 minutes. Chaque seconde est alors comptée, surtout si un terroriste ou un déséquilibré est aux commandes. Avant le 11 septembre, il y avait des mesures de sûreté en vigueur qui calibraient en fait des actions qui n'étaient pas suicidaires. Aujourd'hui, les mesures de sûreté sont telles qu'elles envisagent même les actes suicidaires. Tout est envisagé, mais ces mesures doivent s'appliquer dans un ciel français de plus en plus difficile à contrôler. Tous les jours, 9000 avions survolent le territoire. En Floride, plusieurs morts dans le déraillement d'un train dont les wagons se sont couchés sur la voie dans le nord-est de l'État. Au moins 75 passagers sont restés coincés pendant plusieurs heures. On ignore pour l'instant les raisons de cet accident spectaculaire.
Venons-en à cette enquête menée par la police aux frontières de Roissy, enquête qui révèle qu'un très grand nombre de faux badges sont en circulation dans cette zone, pourtant ultra surveillée depuis le 11 septembre dernier. Le premier constat, c'est à l'évidence qu'il est facile d'entrer et de sortir de ce périmètre sensible. Vanessa Rouet, Éric Delagneau, Valérie Criton. Sur 100 000 badges en circulation à Roissy comme à Orly, 1000 sont faux. Il y a 3 mois, la police aux frontières a décidé de s'attaquer au problème. La plupart du temps, il s'agit de badges volés puis falsifiés, mais les plus difficiles à détecter sont les vrais faux badges. Le badge établi avec une fausse identité. Le badge est totalement authentique, il a été délivré par les autorités légitimes, mais il est basé sur une fausse identité. Et ça, puisque ce sont les plus nombreux, c'est facile finalement à faire? Je vais vous répondre que ce n'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le penser. Et on sous-estime énormément le nombre de ces badges. Pour vérifier l'identité des porteurs de badges, les policiers mènent une enquête de moralité. Tous les employés ayant accès aux zones réservées doivent désormais fournir un casier judiciaire vierge. C'est l'un des critères de la loi de sécurité quotidienne adoptée en janvier dernier. Hakim est coordinateur aérien à Roissy depuis 5 ans. Aujourd'hui, ADP vient de lui refuser le renouvellement de son badge. Il croyait pourtant avoir payé sa dette. J'avais eu un délit il y a 7 ans, donc l'affaire a été classée sans suite. J'avais eu une amende et on me l'a ressorti aujourd'hui, 7 ans après. Donc pour ça, on me refuse mon badge afin de pouvoir accéder à mon travail. Jusqu'à présent, entre 200 et 300 titulaires sont privés de leur badge. 40 d'entre eux viennent d'être définitivement licenciés. Nouvelle attaque à la voiture bélier, mais cette fois-ci contre un poste de police à Chambéry, dans un quartier sensible. L'agression a eu lieu la nuit dernière, pas de victime. Benoît Guédret, Jean-Claude Martin. La devanture du poste de police n'a pas résisté au choc. À 2 h ce matin, une voiture volée a été délibérément projetée contre l'entrée du commissariat. Sur la façade, des impacts de balles, des tirs à la chevrotine. On sentait bien que c'était des bruits de balles. On a entendu des gens courir, un peu parler, mais après ça s'est estompé. Heureusement, à l'heure de l'agression, il n'y avait personne dans le poste de police. Les fonctionnaires quittent les lieux vers 21 h. Ce commissariat de quartier, protégé par des grilles, avait déjà été attaqué il y a quelques mois. Ils ont attaqué avec des pierres. On était à la fenêtre, on a vu le temps de rentrer, de fermer. Les gros caillasses comme ça nous a passé devant le nez. Ils n'ont pas choqué un bureau de police parce que c'est pour nous protéger qu'ils sont là. Ils ne sont pas là pour se faire démolir. Ils ne sont pas là pour se faire démolir. Le quartier de Chambéry-le-Haut est une zone sensible. Selon un syndicat de police, l'attaque du commissariat pourrait être la conséquence de plusieurs arrestations opérées ces derniers jours dans une affaire de stupéfiants. La police gêne, la police s'investit, reprend du terrain. Donc là, on est en train de gêner énormément toutes ces bandes qui sont structurées. Pour parer de nouvelles attaques à la voiture bélier, des blocs de béton ont été installés devant le poste de police. Le procès de Patrick Dils avec aujourd'hui la détresse des familles des victimes, mais aussi celle des parents de Patrick Dils. Journée d'émotion devant la cour d'assises des mineurs du Rhône. Ce matin, pendant plus de 4 heures, les familles ont campé sur leur position. Pour les Dils, ils se disent toujours convaincus de l'innocence de leur fils. Les familles des 3 Français détenus sur la base américaine de Guantanamo ont été reçues aujourd'hui au Quai d'Orsay. La position de la France a été réexprimée, à savoir que ces détenus soient jugés dans leur pays. Pour l'heure, il semble exclu qu'on puisse les extrader. Leur situation juridique est complexe et d'après l'avocat des familles, il pourrait en être ainsi pendant de longs mois. La suite de l'enquête sur l'attentat devant la synagogue de Djerba, l'hypothèse de ramification d'un réseau terroriste en Allemagne est évoquée et l'on reparle d'Al-Qaïda. Patrice Romden. L'enquête passe par cette ville de l'ouest de l'Allemagne. 2 hommes y ont été interpellés puis relâchés en dépit des soupçons qui planent toujours sur eux. Le premier, un Allemand converti à l'islam. Il se prénomme Christian et ne s'attarde pas devant les caméras. Le 11 avril, jour de l'explosion, il reçoit un coup de téléphone du chauffeur du camion. Comme il est sur écoute, la police enregistre la conversation dont la presse allemande publie un extrait. « Comment va la famille ?» demande le chauffeur du camion. « Tout va bien. N'oublie pas de prier pour moi. »« Oui. Tu as besoin de quelque chose ?»« J'attends juste un ordre. » Quelques instants plus tard, le camion explose. Le second suspect interpellé et relâché est un Marocain de 32 ans, prénommé Karim. À son domicile, les enquêteurs ont mis la main sur un numéro de téléphone, celui de Ramzi Bin Alzib. L'homme fait l'objet d'un avis de recherche. De lui,
La police sait qu'il a vécu à Hambourg en compagnie de Mohamed Atta, Marwan Al-Sei et Ziad Jarrah, 3 des kamikazes du 11 septembre qu'il est fortement soupçonné d'avoir aidés dans leur préparation. À ce stade de l'enquête, 2 certitudes. Primo, les réseaux dormants apprécient l'hospitalité de l'Allemagne. Secondo, la nébuleuse Al-Qaïda n'est toujours pas démantelée. Le bilan de l'explosion qui s'est produite il y a une semaine fait état maintenant de 17 morts. Le président tunisien Ben Ali a présenté aujourd'hui ses condoléances aux familles des victimes, rappelant que la Tunisie doit rester une terre de tolérance, de fraternité et d'harmonie. Fin de citation. Alors que les chars israéliens se sont totalement retirés de la zone de Jenin, George Bush se dit ce soir favorable à une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé dans ce camp de réfugiés palestiniens. Dans les décombres, un survivant a été retrouvé après avoir passé 10 jours bloqué sous les débris. Claude Sampère. Il creuse à la main dans les décombres. Les moyens pour effectuer ces fouilles sont dérisoires. Nous sommes à Jenin. Le camp de réfugiés a subi 18 jours de siège et aujourd'hui la polémique prend de plus en plus d'ampleur sur le nombre exact des victimes. Les Israéliens évoquent le chiffre de 70 tués. Les Palestiniens parlent de plus de 500 morts. Aujourd'hui, un homme a été dégagé vivant des décombres. Il a passé 10 jours quelque part dans ces ruines avant d'être sauvé. Pour le moment, officiellement, seulement 39 corps ont été acheminés à l'hôpital. Hier, les gens nous ont encore amené des morceaux de corps. Des jambes, des bras, des têtes. Pour cette raison, je peux vous dire que le bilan va s'alourdir. Les chars israéliens se sont retirés de Jenin la nuit dernière. On les trouve toujours autour de la ville. Certains soldats paradent devant la caméra. Signe de victoire ou peut-être tout simplement signe de joie après ce retrait de la ville, difficile de savoir. Les États-Unis ont demandé aujourd'hui officiellement l'ouverture d'une enquête indépendante sur les morts de Jenin. Israël a immédiatement refusé. Ailleurs dans les territoires, la situation reste tendue. 10 Palestiniens ont trouvé la mort dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Un attentat à la voiture piégée a eu lieu ce matin à Gaza. 2 soldats israéliens ont été blessés et dans la journée, plusieurs kamikazes ont été arrêtés avec leur ceinture d'explosifs. Le point le plus tendu à l'heure actuelle reste Bethléem. Depuis 18 jours se poursuit le siège de la basilique de la Nativité et il n'y a pas la moindre issue en vue. Dernières heures pour convaincre, la campagne pour l'élection présidentielle sera officiellement close à minuit. Voici comment Christine Boutin, Jean-Marie Le Pen ou encore Corinne Lepage ont passé leur dernière journée. Michael Darmon. Il se voit déjà au sommet de l'affiche du 2e tour. Hier soir, Jean-Marie Le Pen a terminé sa campagne par un meeting plus festif que politique. Pas un mot sur l'immigration, mais des petits spectacles de sa campagne, il a présenté une compilation. Je raconte quelquefois l'histoire de ce petit voyou arabe de banlieue qui passe en correctionnel et qui dit « Votre honneur », ben oui, il regarde la télé, alors il dit « Votre honneur, c'est vrai que j'ai volé un autoradio, mais j'ai encore volé 1000 fois moins qu'un ministre. » Il y a un mal-être dans... Média, dis-moi qui est le mieux placé dans les sondages. Christine Boutin, elle, dit ne pas connaître la complainte du candidat. Elle acceptera son score avec joie, pourvu que l'heureux élu entende sa voix. Et les repères affectifs, je veux que l'on prenne des engagements clairs qui n'ont pas été pris pour lutter contre la pauvreté. Enfin, je demande la protection des enfants. On va aller à pied, non, je crois. Premier tour, quelques heures d'arrêt avant le scrutin. Et parmi les postulants, certains s'attendent déjà à descendre du train. C'était une campagne qui était difficile parce que pendant des mois, je n'ai pas pu m'exprimer sur les médias nationaux, qu'il n'y a pas eu d'égalité d'accès. Mais je dirais que là où je suis assez contente, c'est que j'ai fait sortir l'écologie du ghetto dans lequel les Verts l'y avaient mis. C'est-à-dire que je crois que les Français ont compris qu'il y avait une autre vision de l'environnement, la vraie, celle qui fait que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche, que c'est notre avenir à tous, et que l'on peut avoir une vision réaliste qui permet de concilier l'économie et l'écologie et de donner un réel contre-pouvoir aux citoyens. L'air timide, ses mains dans les poches, dans cette campagne présidentielle, il a tenu le rôle du poulbeau. Mais jusqu'au dernier jour, il a posté à ses amis communistes des mots doux signés Olivier Besancenot. Il est en train de nous dire toutes les propositions unitaires du candidat Besancenot, bon, on verra le jour où il fera un score électoral. Alors d'abord, il y a un sens de l'humour que je sous-estimais complètement chez Robert Hue, parce qu'il devrait quand même être un petit peu prudent,
parce qu'au rythme où il descend et au rythme où on monte, on va peut-être se croiser un de ces quatre dans les sondages. Et si pour dimanche, certains tablent sur des surprises annoncées, ce candidat aura eu la sienne. Son anniversaire cette année, il n'est pas prêt de l'oublier. Et voici les tout derniers sondages qui mesurent les intentions de vote des Français. Selon BVA pour Paris Match et la Sofres, au premier tour, Jacques Chirac obtiendrait 19% d'intention de vote pour BVA, 19,5% pour la Sofres. Lionel Jospin est à 18% pour les deux instituts. Jean-Marie Le Pen s'inscrit en troisième homme avec 14% selon BVA et 12,5% selon la Sofres. Arlette Laguillet se situe à 8% selon BVA, 6,5% selon la Sofres. Quant à Jean-Pierre Chevènement, il obtiendrait de 6 à 6,5% des suffrages selon ces deux instituts. Noël Mamère, 5 ou 6%. François Bayrou est donné à 6% par les deux instituts. Robert Rue à 5 et 6% selon la Sofres. Sur la barre des 5% Alain Madelin et sous la barre des 5%, Jean Saint-Josse, 4% Olivier Besancenot, 3,5% et 4%. Christiane Taubira, 2 et 1,5%. Bruno Maigret, 2% et 1,5%. Christine Boutin, 1% et 1,5%. Corinne Lepage, 1% pour les deux instituts. Enfin, Daniel Gluckstein est donné à 0,5%. Énorme incertitude donc pour cette élection. Les instituts de sondage reconnaissent les difficultés de mesurer au plus juste les fluctuations de l'opinion publique pour une élection à 16 candidats. Une constante cependant, l'hésitation et le désintérêt d'une partie des Français pour cette présidentielle. Voici, selon une moyenne établie depuis le lancement de la campagne officielle, la position des candidats. Arnaud Boutet. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Cela pourrait s'intituler « Les Français ne veulent pas choisir » ou plutôt prennent leur temps avant de décider. 4 électeurs sur 10 ne savent toujours pas pour qui voter. Et pourtant, les sondages se multiplient. Pour la première fois, ils peuvent être publiés la semaine précédant le vote, mais visiblement, cela n'aura pas suffi pour convaincre. On l'a vu tout au long de cette campagne, les Français ont eu du mal à s'intéresser à l'élection présidentielle et à la campagne particulièrement. Aujourd'hui, le risque du premier tour, c'est d'abord une abstention très forte et on sait qu'une abstention très forte peut produire là aussi des déséquilibres sur le plan du rapport entre l'ensemble des candidats de la gauche et l'ensemble des candidats de droite. Parce que les enquêtes donnent des résultats contrastés, les sondages perdent un peu la boussole. Alors, pour tenter d'y voir clair, voici une moyenne des résultats obtenus depuis le début de la campagne officielle. Au jeu des 4 familles, il y a celle des candidats qui montent beaucoup, puis celle des candidats en légère hausse. Viennent ensuite les prétendants à l'Élysée qui font du surplace. Et enfin, ceux qui enregistrent une petite baisse ou carrément une véritable dégringolade. Ils ont voté et puis après... Lors des précédentes élections, les instituts de sondage se sont souvent trompés. Nouveau verdict dimanche soir. Nouveau déboire pour le Charles de Gaulle. Les hélices du porte-avions qui devaient être livrées ont été refusées pour défaut par le ministère de la Défense. Thierry Curdet. En cale sèche, ce jour-là, on eut un aperçu des dégâts. La cassure était nette, due à des micro-fissures dans la masse métallique de l'hélice. Un défaut d'origine. Rupture d'une pale, rupture de confiance. La Marine nationale retire alors les 4 hélices déjà livrées, pourtant examinées et acceptées peu de temps auparavant. Elle en recommande 2 à la même société qui fabriqua les premières pièces. C'est la première de cette livraison qui vient d'être refusée, là aussi pour des défauts métallurgiques. La deuxième est en instance d'examen. Ces hélices représentent un véritable défi technologique. Fabriquées d'un seul tenant, elles ont une forme très complexe. C'est par elles que passe toute la puissance des 2 réacteurs nucléaires du Charles de Gaulle. Le porte-avions navigue en ce moment même dans l'océan Indien avec les 2 hélices de son prédécesseur, le Foch. À Canal+, les rumeurs des indemnités de licenciement dont bénéficierait Pierre Lescure vont bon train, des indemnités astronomiques, dit-on. Celui qui est encore PDG de la chaîne jusqu'au 26 avril prochain s'exprimera en temps voulu, mais déjà, une partie des salariés de Canal justifie ce qu'ils considèrent être un juste dédommagement. David Boéry, Martin Kellily. Ambiance glaciale, visage crispé. Pour son premier contact avec Canal+, Xavier Couture a dû affronter des salariés franchement hostiles. Dès son arrivée ce matin, le ton était donné. Vous dites que partout où vous êtes passé, vous a regretté. J'espère que vous regrettez le plus vite possible. Ne le prenez pas mal. Après 4 heures de réunion et d'entretien, Xavier Couture sort par la grande porte au milieu de la cohue et sous escorte.
À Canal, Pierre Lescure, le PDG évincé par Jean-Marie Messier, reste omniprésent. De nombreux salariés le soutiennent comme une icône. Même quand une rumeur dit qu'il pourrait toucher jusqu'à 150 millions d'euros, 1 milliard de francs pour son départ. C'est un dirigeant, il est licencié, il part avec des indemnités. La seule chose, nous, ce qui nous gêne, c'est la façon dont ça s'est passé et surtout de couper la tête de Canal+, littéralement. On n'a plus d'identité si Pierre Lescure n'est plus là. Sauver coûte que coûte la tête de Pierre Lescure, pour certains syndicalistes, ce n'est pas la priorité. Se battre effectivement pour le patron n'est pas forcément une bonne cause. Et moi, dès le départ, j'ai pensé qu'il fallait se battre effectivement pour les salariés et pour les conséquences de ce départ. Une semaine agitée à Canal+, qui se terminera demain par une grande fête à Paris, dans le parc André Citroën. Tous les abonnés de la chaîne cryptée sont invités à y participer. Dans les Pyrénées-Atlantiques, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Bayonne pour soutenir les salariés de l'usine Ruel, qui est en liquidation judiciaire. 350 personnes seraient mises à pied. Des employés entourés des maires et des élus locaux, tous partis politiques confondus, participaient à cette manifestation. Un parking plein d'avions en attente de livraison, c'est ce que redoutait Airbus après le 11 septembre dernier. Le rival de Boeing a bien dû s'adapter, moins d'avions produits mais plus vite pour coller aux besoins des transporteurs. À Toulouse, les salariés qui assemblent les longs courriers à 340 n'ont donc pas vraiment senti le ralentissement. Stéphane Despinois. Un parking plein d'avions en attente de livraison, c'est ce que redoutait Airbus après le 11 septembre. Les compagnies aériennes en mal de passagers n'étaient pas pressées de faire voler les appareils commandés. Le rival de Boeing a dû s'adapter, moins d'avions produits mais plus vite pour coller aux besoins des transporteurs. À Toulouse, les salariés qui assemblent les longs courriers à 340 n'ont donc pas vraiment senti le ralentissement. Enfin, nous, on ne le ressent pas. Comme on continue les avions, rien n'a changé pour nous depuis que je suis réveillé il y a 2 ans, ça fait pareil. Nous, on ne ressent rien du tout parce qu'en fait, il faut livrer les avions à l'heure. Pour la 340, par exemple, les délais de livraison ont été ramenés d'1 an à 9 mois. Mais la cadence de production, elle, a été réduite. Nous sortions, à la date du 11 septembre, 5,7 avions par mois. Donc, bien sûr, on s'arrange pour faire des avions entiers. On est passé aujourd'hui à une cadence qui est de 4,5 avions par mois. En fait, la conjoncture s'améliore doucement. Airbus a d'ailleurs renoncé pour le moment au chômage partiel. Mais sur les sites de Nantes et de Saint-Nazaire, certains salariés ont dû faire une croix sur leurs heures supplémentaires. Les salaires provoquent donc des turbulences. Ça peut être pour certains salariés des pertes de 2-3 000 francs par mois sur leur rémunération. Il est bien évident que ce sont en plus les plus faibles rémunérations qui sont touchées et impactées en premier. Cette année, Airbus devrait livrer le même nombre d'avions que l'an passé, 300 appareils. Un apport d'argent frais indispensable pour pouvoir financer l'ambitieux programme A380. Le Super Jumbo, lui, n'a pas été retardé par les secousses du 11 septembre. La disparition de la doyenne des Français, Germaine Hay, s'est éteinte à l'âge de 113 ans hier soir, paisiblement dans sa maison de retraite. Elle était née en octobre 1888. Elle est morte dans son sommeil. Elle laisse 11 arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière-petits-enfants. À Besançon, des cas d'euthanasie auraient été pratiqués au CHU de la ville. Une enquête administrative a été mise en place. Elle fait suite à l'accusation d'infirmiers du service de réanimation chirurgicale. Delphine Orviller. A-t-on pratiqué des euthanasies dans ce CHU? C'est en tout cas l'accusation lancée par des infirmiers de l'hôpital. Dans une lettre à leur hiérarchie, le personnel soignant dénonce des actes médicaux contraires, selon eux, à l'éthique et à la loi. Des allégations contestées par le chef du service de réanimation chirurgicale de l'hôpital. Selon lui, il ne s'agit que d'insinuations calomnieuses colportées par quelques agitateurs. Une enquête administrative est en cours, mais la direction reste sereine. En l'état actuel des connaissances qui ont été portées jusqu'à moi, rien ne permet de penser que les pratiques médicales de ce service sont différentes des pratiques des services de réanimation des autres établissements hospitaliers. Les premiers éléments de l'enquête ont été transmis au parquet de Besançon. Il devrait rendre prochainement ses conclusions. Le football français traverse des crises en série. D'abord ce coup de force de la Ligue nationale de football, dont le conseil d'administration a démissionné en bloc, mettant ainsi fin aux fonctions de Gérard Bourgoin. Julien Richand, Mathieu Drejoux. Après les phrases assassines en coulisses, au grand jour de la démission, personne ne parle de putsch ou de coup de force. Et pourtant,
ça y ressemble clairement. Aujourd'hui, je suis démissionnaire avec l'ensemble des gens qui ont été élus le 6 juillet 2000, donc un peu triste. Triste comme une mauvaise comédie. Les hommes qui l'avaient mis au pouvoir il y a 2 ans le lâchent aujourd'hui. La solution qui a été trouvée est une excellente solution pour la Ligue, qui permet de protéger, et je crois qu'il faut toujours voir l'institution avant l'intérêt individuel, et l'institution va retrouver une certaine légitimité. C'est donc la fin du fabuleux destin de Gérard Bourgoin. Parti de rien, il était devenu le roi du poulet. Entrepreneur comblé, ami de Gérard Depardieu et de Fidel Castro. Pilote de rallye, pilote d'avion, président couronné du club de football de l'AJ Auxerre. Il devenait il y a 2 ans le président de la Ligue. Mais le touche-à-tout au fort caractère connaît finalement des problèmes judiciaires. Janvier 2001, il est mis en examen pour abus de pouvoir et abus de biens sociaux. Aujourd'hui, son image est écornée, mais Bourgoin veut encore faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. L'homme aurait pourtant bien aimé sortir par la grande porte. Quant à l'Olympique de Marseille, le nouvel homme fort n'est autre que Christophe Boucher, journaliste au Nouvel Observateur et auteur d'une enquête particulièrement critique sur Bernard Tapie, une nomination surprise. Yannick Arroussier. Il n'est pas vraiment connu des joueurs de l'OM, encore moins des supporters, mais il connaît parfaitement le club. Christophe Boucher est journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur le foot et sur Bernard Tapie. Robert Louis Dreyfus l'a nommé aujourd'hui grand patron de l'OM. Sous ses ordres, Étienne Secaldi continuera à gérer la partie administrative. Un manager général qui reste à nommer s'occupera du sport. Pour les supporters, visiblement lassés du feuilleton de l'OM, une nouvelle tête ne peut pas faire de mal. Il est grand temps de faire du ménage et de prendre des gens compétents et d'arrêter tous ceux qui tournent autour du club, qui nuisent à l'image du club et au club. Et même s'il ne connaît rien sur le sport, peut-être qu'il peut faire quelque chose, je ne sais pas. Aujourd'hui, après l'entraînement, Cyril Chapuis s'est rendu à l'hôtel de police. Il est le 3e joueur entendu par la brigade financière dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des transferts à l'OM. Le club, une nouvelle fois, au centre d'une tourmente juridico-médiatique. Il va falloir que, déjà que par les résultats, on calme les gens. Je pense que ça passe par là. Et puis après, si quelqu'un vient et qui arrive un peu à mettre un peu de discipline avec tout ce qui entoure Marseille, donc les médias, ça peut très bien se passer parce qu'il y a tout pour réussir ici. Quant à l'actuel responsable du secteur sportif, Bernard Tapie, il nous a déclaré ne pas être concerné par cette nomination. Pour moi, a-t-il dit, l'OM c'est fini depuis longtemps, avec au passage une petite pique pour Christophe Boucher. Ce n'est pas celui que j'aurais choisi. À Monte-Carlo, le Français Sébastien Grosjean s'est qualifié pour la demi-finale du tournoi de tennis. Il a battu l'Espagnol Albert Costa 6-4, 6-2. Grosjean affrontera au prochain tour un autre Espagnol, Juan Carlos Ferrero. L'explorateur et navigateur norvégien Thor Heyerdahl est décédé à l'âge de 87 ans. Il s'était fait connaître dans le monde entier après sa traversée du Pacifique en radeau en 1947. Son but était de démontrer que la Polynésie avait été peuplée par des hommes venant d'Amérique, conclusion contestée aujourd'hui par les scientifiques. Diego Garcia, Djilali Belaïd. Il aurait pu être le héros d'un roman de Jules Verne. L'explorateur norvégien Thor Heyerdahl devait sa renommée universelle à l'expédition du Kon-Tiki, un radeau de balsa avec lequel il traverse l'océan Pacifique en avril 1947. À l'aide d'une simple voile, il parcourt avec ses 5 compagnons 8000 km en 101 jours. Un exploit inimaginable pour l'époque. Moi, je ne veux pas me prononcer sur le bien fondé scientifique, mais c'était un homme d'aventure, un homme d'idées, un homme d'initiative, et je ne lui ménage pas mon admiration. Heyerdahl voulait démontrer que les îles polynésiennes avaient été peuplées par des hommes venus d'Amérique du Sud. Cette théorie est aujourd'hui contestée. Les dernières découvertes archéologiques, la linguistique, les recherches génétiques des populations ont montré que ces thèses ne tenaient pas. Pour les scientifiques actuels, les habitants de la Polynésie ont traversé le Pacifique dans l'autre sens. Ils sont venus d'Asie du Sud-Est. Une querelle sans objet pour le commun des mortels. Seul compte l'exploit. Il démontrait sa thèse, c'était plausible à ce moment-là. Si c'est faux aujourd'hui, on peut toujours avoir d'autres hypothèses, quoi. Ça n'enlève rien à son exploit? Non, strictement rien. Au-delà des polémiques, Heyerdahl aura popularisé l'histoire des migrations humaines. Un mérite que même ses détracteurs lui reconnaissent.
À 74 ans, Pierre-Henry reste l'un des plus grands compositeurs de musique contemporaine, un artiste toujours à l'avant-garde malgré 50 ans de carrière. Ces jours-ci, il reçoit à son domicile parisien. Le public est invité dans son univers original pour écouter sa nouvelle création, Dracula. Abdel Mostafa, Christian Laurent. En plein cœur de Paris, dans une maison hors du temps, le maître d'océan vous ouvre ses portes. Il vous donne à entendre, mais il vous donne aussi à voir. Sur les murs, ses propres œuvres, mix de peinture et de collage d'objets récupérés. Une espèce de musique qui doit sortir de tous ces endroits, de toutes ces pièces, de tous ces composants. C'est voulu, enfin, je pense qu'il y a un lien entre la musique et les murs. Fin de la visite, tout le monde assis. Dans chacune des pièces de la maison, on guette alors le moindre geste de Dracula. Quand je donne un concert dans une salle normale, on me voit à une console. Là, les gens ne me voient pas, mais ils écoutent. Ils me voient en entrant. Puis ensuite, ils écoutent très bien. J'ai remarqué que c'est des concerts d'oreilles. Maître de maison pour une cinquantaine de privilégiés ou maître de cérémonie devant des milliers de personnes, Pierre-Henry multiplie les expériences. Inventeur de la musique concrète, père de la techno pour certains, après 50 ans de carrière, ses messes trouvent toujours un écho dans le temps présent. Ainsi se termine ce journal. Tout de suite, élection 2002 face à la rédaction, invité Robert Hue, puis votre soirée Polar, 21h05 PJ, 22h avocat et associé, minuit 45 le dernier journal présenté par Eve Mettet. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain. Excellente soirée sur France 2 et nous nous quittons sur ces images de l'ouverture au Louvre de l'exposition des pharaons.